suis pour les médias qui sont aujourd'hui un élément déterminant de la vie publique et démocratique. Simplement, j'ai moi un problème avec mon image publique quand elle est cadrée, là où je pense que les cadres devraient changer. Bonsoir, le plus grand philosophe contemporain est français, mais on dirait que les Français ne veulent pas le savoir. Il s'appelle Jacques Derrida et il est l'invité de cette émission exceptionnelle où il dialoguera avec Régis Debray, qui, comme lui, aime bien d'ailleurs se faire de temps en temps l'avocat du diable. Eh bien, ce sera aujourd'hui à Culture et Dépendance la rencontre impossible de deux hommes très rares à la télévision qui se connaissent depuis très longtemps d'ailleurs, parce que vous, Jacques Derrida, vous avez été le professeur de Régis Debray à l'École normale dans les années 60. Oui, moi je me réjouis beaucoup de retrouver mon ami Régis Debray aujourd'hui ici. C'est la première fois que nous nous trouvons dans cette situation. Il nous est arrivé de parler ensemble à des tribunes, mais c'est la première fois que nous nous trouvons dans cette situation. J'en suis ravi. J'étais ce qu'on appelle agrégé répétiteur à l'École normale en 64-65, quand j'ai vu arriver Régis Debray, qui revenait à l'école après une absence de 2 ans, et déjà avec l'aura d'une sorte de héros politique. Donc je me trouve dans la situation d'avoir un jour, et si vous permettez, je raconterai cette anecdote, d'avoir un jour à évaluer une leçon de Régis Debray. J'étais très intimidé parce que j'avais affaire à un héros politique militant, alors que moi je me sentais un peu rond de cuir philosophe. Et je lui avais proposé comme sujet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le rire. Et il avait fait une leçon non seulement remarquable, excellente du point de vue des critères en vigueur alors, mais avec beaucoup de références à Nietzsche, mais aussi une leçon dans laquelle j'ai découvert pour la première fois ce que j'ai suivi pendant 40 ans, c'est-à-dire un ton de défi provocateur, poli mais néanmoins provocateur. Et ça, cette leçon a été faite avec non seulement une compétence philosophique, mais une verve. Mais cette verve-là, jusque dans ses derniers livres, avec le goût du contre-pied, était déjà présente le jour de cette excellente leçon d'agrégation. Enfin, vous avez des ressemblances quand même tous les deux, parce que vous êtes entre la littérature et la philosophie. Par exemple, vous, Jacques Derrida, vos livres, là, le dernier, le concept du 11 septembre, ce sont des dialogues avec votre pendant allemand, si on peut dire, qui est l'autre grand philosophe contemporain, Jürgen Habermas, c'est chez Galilée. Et puis, il y a Voyou aussi, c'est toujours chez Galilée. C'est un livre sur l'état voyou, le concept d'état voyou. Et vos livres sont toujours écrits de la même façon, c'est-à-dire c'est entre la philosophie, la poésie, il y a un côté incantatoire, j'irais presque aussi sur fond de mélopée talmudique. Incantatoire, j'espère que non. Il est vrai que ce qui m'a intéressé avant tout, c'était la littérature. Je suis venu à la philosophie, je ne dirais pas par accident, mais à partir d'un désir, en effet, de littérature, c'est vrai. Et ça doit transparaître quelque part. Mais j'essaie quand même de faire droit aux exigences philosophiques, là où elles ne sont plus du tout de la littérature. Hein. Donc c'est un compromis, une transaction que j'essaie de réinventer chaque fois, en étudiant des poètes, par exemple, ou des écrivains, mais toujours en prêtant attention à la langue, là où philosophie et poétique se croisent, d'une certaine manière. Alors vous, Jacques Derrida, on voit très peu à la télévision, pratiquement jamais. Très peu, quelquefois avec vous, mais en effet très peu. Comme vous d'ailleurs aussi, Régis Debray, vous n'aimez pas la télévision non plus. Hein. Si, je la regarde énormément, notamment pour m'endormir. Mais pour préparer aussi les cahiers de médiologie, hein, puisque... Non, pas du tout, pas du tout. Mais je voudrais revenir un peu sur le passé, parce que c'est vrai que je me retrouve pour la première fois face à face avec Jacques Derrida. Généralement, nous sommes côte à côte, parfois sur certaines tribunes. Et puis, j'étais en face de vous quand vous étiez mon professeur. Je ne suis pas l'un de vos
amis proches. Je suis un disciple, peut-être par la main gauche, mais nous étions à l'époque dans l'orbite d'Althusser, vous comme agrégé répétiteur, lui le secrétaire général, et j'étais plutôt un althussérien. Mais vous nous intimidiez beaucoup, parce que vous aviez vous nous ameniez tout un versant de la philosophie que nous ne connaissions pas. Je veux dire Husserl, fondamentalement. Et nous vous considérions donc déjà avec beaucoup de respect. Et puis, j'admirais beaucoup la façon dont Althusser et vous faisiez un tandem, alors que vous étiez très, très différents. Il faut dire qu'Althusser était aussi très différent de ce qu'il paraissait être, n'est-ce pas? Au fond, les docteurs ressemblent fort peu à leur doctrine, comme si on n'avait pas les vertus de nos intérêts ou de nos credos. Althusser, souvenez-vous-en, était très ondoyant, très souple, plein d'humour, et il passait pour incarner la rigueur intellectuelle. Il voulait être dans l'anonymat, et puis une histoire affreuse l'a plongé dans un fait divers. En somme, il a tué sa femme. Hein. On peut dire cela ainsi. Il ne voulait pas qu'on fasse la psychologie des philosophes, et puis il est devenu la proie des psychiatres. Tout cela doit nous inciter à une certaine modestie, mais en tout cas, je remarque que les philosophes, généralement, font la théorie de ce qu'ils ne maîtrisent pas, de ce qu'ils ne pratiquent pas. Nietzsche, qui était un homme en très mauvaise santé, a fait une théorie de la force et de la santé, et Rousseau a fait une théorie de l'éducation, il a mis ses enfants à l'assistance publique, Sartre a fait une théorie de l'engagement, et il était plutôt d'un tempérament petit bourgeois. Et vous, peut-être êtes-vous différent de ce que vous apparaissez être, c'est-à-dire des constructeurs sarcastiques de toutes les illusions de la raison. J'aurais envie de vous demander comment vous sentez-vous par rapport à ce personnage public que vous êtes par ailleurs? Vous savez, je ne sais pas. C'est une question très difficile. J'ai essayé de répondre récemment à un journal qui me demandait, qui demande à beaucoup de monde, pour qui vous prenez-vous? Et pour répondre à cette question, j'étais très embarrassé parce que dès mon adolescence, j'ai été fasciné, notamment chez Gide, par la figure du protéiforme. C'est-à-dire, je me sentais comme quelqu'un qui est voué à être ce que les autres le croient, et à être ainsi une sorte de caméléon. Et j'en souffrais beaucoup. Et c'est chez Gide que j'ai appris le mot de protéiforme. Et donc, j'essaie de résister autant que je peux, depuis mon adolescence, aux images de moi qui circulent, ou du moins de les sélectionner, de me laisser façonner par tel ou tel regard de l'autre que, pour des raisons à analyser, je préfère. Mais c'est pourquoi, d'ailleurs, puisque vous parlez de nos rares apparitions à la télévision, les miennes sont encore plus rares, hein, mais elles ont eu lieu, quelquefois. C'est aussi pour cela, parce que je ne sais pas quel visage de moi, en une heure, à un rythme qui est le nôtre ici, je vais donner. Hein. C'est ça qui m'inquiète. Je ne suis pas contre les médias. Je ne suis pas contre les médias, je suis pour les médias. Je suis pour les médias qui sont aujourd'hui un élément déterminant de la vie publique et démocratique. Par conséquent, je suis pour le développement, la diversification des médias, leur transformation profonde, évidemment, mais je n'ai rien contre les médias en général. Simplement, j'ai, moi, un problème avec mon image publique quand elle est cadrée, là où je pense que les cadres devraient changer, le temps devrait changer. Vous savez, j'ai publié pendant 20 ans sans qu'une image de moi, sans que laisser passer une image d'une photographie de moi. Et ça n'était pas facile avec les éditeurs. Là, de 62 aux États généraux de la philosophie, autre lieu de rencontre, dont on parlera peut-être, c'est-à-dire 79, là où un journaliste m'a surpris et où la photo est parue, ensuite j'ai dû laisser aller. Mais pendant près de 20 ans, j'ai publié beaucoup sans permettre qu'une image
qu'un portrait apparaisse. Alors ça, ce sont des problèmes compliqués, à la fois très archaïques probablement, du rapport à soi, que je ne peux pas analyser ici, et puis raisonner aussi, des raisonnements publics, politiques, hein, sur le rôle des images, sur le portrait de l'écrivain au dos du livre. C'est plutôt la conventionnalité des images qui apparaissent sur les livres, dans les journaux ou à la télévision, à laquelle je résiste, plutôt que les images elles-mêmes. J'aime beaucoup la photographie, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la télévision. Mais je n'aime pas la façon dont c'est cadré. Voilà. Alors, vous, Régis Debray, il y a toujours l'idée chez vous qu'il y a une certaine corruption par la notoriété. C'est pour ça que vous tenez un peu en recul de la comédie parisienne, comme Jacques Derrida. Il y a le cas inverse de Jacques Derrida, qui a publié sans qu'on connaisse son visage. Moi, on a connu mon visage avant que j'ai publié quoi que ce soit. Et on a beaucoup plus vu ma photo que lu mes livres. Donc ce sont deux cas de figure tout à fait opposés. Effectivement, une certaine notoriété, surtout si elle est de mauvaise aloi, c'est-à-dire si elle vient d'un accident biographique ou d'un engagement politique, cette notoriété-là c'est quand vous avez fait la prison en Bolivie. Cette notoriété-là peut vous absorber. Oui, parce qu'il y a eu un procès, une affaire Debray, comme on dit, et puis cela vous reste un peu comme une tunique de Nessus, et donc le problème est d'effacer la photo et d'ouvrir le livre, ce qui est très difficile aujourd'hui. Alors, ouvrir le livre, hein, il a dit la bonne formule, Régis Debray. Qu'est-ce que ça veut dire, Jacques Derrida, qu'est-ce que ça veut dire être philosophe aujourd'hui? Le philosophe est quelqu'un qui se pose du début à la fin la question qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce qu'être un philosophe? Et chacun y répond différemment, chacun critique le concept de philosophie du précédent ou du voisin. Aujourd'hui, alors pour moi, être philosophe, bon, on a souvent, moi-même, décrit la déconstruction comme une matrice de questions au sujet de la philosophie, non pas contre la philosophie, mais au sujet de la philosophie. La déconstruction n'est pas une philosophie. C'est un ensemble de questions qui tentent de désédimenter en quelque sorte la généalogie du philosophique en Europe, en Occident, depuis la Grèce, et ses concepts fondateurs. Donc la déconstruction n'est pas une philosophie. Néanmoins, ça n'est pas une anti-philosophie, et moi, autant je déconstruis le philosophique, autant je milite pour la philosophie, pour l'enseignement de la philosophie, pour la discipline philosophique. Aujourd'hui, ça doit être, je crois, outre la mémoire de la tradition philosophique, la mémoire rigoureuse de la tradition philosophique, l'attention à ce qui, de la philosophie, nourrit et informe et fonde les concepts juridiques et politiques, c'est-à-dire, au fond, les institutions qui mènent ou qui ne mènent pas, ou qui ne se laissent mener par la géopolitique, et qui donc, les philosophes doivent être habilités, doivent être encore en quelque sorte formés pour cette intervention politico-conceptuelle, disons, dans le champ du droit international, de la politique, des rapports entre l'Europe et puis le reste du monde, etc., etc. Par exemple, la réflexion sur l'Europe. La déconstruction est une réflexion sur l'Europe, sur l'histoire européenne de type anti-eurocentrique, mais qui maintenant peut peut-être se transformer en autre chose, mais je ne veux pas... Vous avez la même conception, Régis Debray, sur le rôle du philosophe aujourd'hui? Je me sens beaucoup moins philosophe que Jacques. Je dirais qu'un philosophe, mais ça, il ne va pas être d'accord, se demande ce que Descartes, ce que Platon, ce que Kant ont dit de l'amour, la mort, la bicyclette ou l'automobile. Moi, je vais à la bicyclette ou à l'automobile sans passer par Kant ou par Descartes. Il y a de quoi sur ces deux objets. C'est-à-dire, je suis effectivement un disciple de Jacques en ceci que sa déconstruction m'a beaucoup aidé, car tout ce que la métaphysique idéaliste présente comme secondaire, il l'a présenté comme primaire. Primauté de l'écriture par rapport à la parole, du signe par rapport au sens. Bon, toute une série de choses qui ont fait que je l'ai, pour ainsi dire, pris au mot, plutôt à la chose. C'est-à-dire je me suis intéressé moins aux œuvres littéraires et philosophiques comme lui, moins aux œuvres et plus aux produits, c'est-à-dire
aux moyens de transport, aux moyens de communication, et un certain nombre d'objets de substances matérielles, comme le papier ou le tissu, par exemple. Nous préparons un numéro sur le tissu. Donc je suis plutôt matérialiste en ce sens. J'ai une interprétation un peu prosaïque, disons, de la déconstruction. Mais dans notre champ d'étude, on ne se pose pas tellement la question de ce qu'est un phénomène, mais ce qui fait ce phénomène et ce qu'il suscite en aval, si vous voulez. Donc, au fond, la médiologie est quelque chose de pragmatique. On étudie plutôt les effets, les performances, les faits techniques comme faits de culture. Mais alors, vous déconstruisez aussi, parce que quand on lit, par exemple, un livre comme Le Feu sacré, là, qui était un livre... En fait, sur la question religieuse, publié chez Fayard l'année dernière, c'est un livre de déconstruction aussi. Oui, je déconstruis, si vous voulez. Par exemple, j'ai écrit un livre de médiologie qui s'appelle « Dieu, un itinéraire », où j'essaye de montrer finalement, non pas ce qu'est Dieu, je ne le sais pas, même ce qu'il n'est pas, mais à quelles conditions Dieu est possible. Autrement dit, je découvre que Dieu est impossible sans l'écriture et sans le nomadisme. Au fond, que Dieu est un article de voyage, si vous voulez, c'est-à-dire que Dieu est, ou le monothéisme de façon générale, est la forme du divin adaptée au nomadisme grand pastoral, c'est-à-dire que pour que un Dieu unique soit possible, il faut qu'il devienne portable, c'est-à-dire qu'une mémoire du divin soit consignée sur un rouleau de cuir ou de papyrus, que ce rouleau soit amovible, transportable, alors que le paganisme, c'est des pierres, un autel, un temple, une ville. Donc, voyez-vous à quel point cette réflexion, je dirais, est triviale, je la crois éclairante. C'est-à-dire, on essaye, en médiologie, si vous voulez, de voir les conditions techniques d'une innovation culturelle ou alors les conséquences culturelles d'une innovation technique. Je parlais à l'instant de la bicyclette. La bicyclette a beaucoup à voir avec le féminisme et avec l'art cinétique, La roue de Marcel Duchamp, et la femme qui se met en pantalon pour la première fois et qui peut échapper à sa famille, à son village. Donc, cette façon de circuler entre la technique et la culture, c'est... Cette façon d'abolir, enfin d'essayer de surmonter le mur qui sépare, disons, le monde des idées et le monde des machines, c'est une démarche qui n'est pas proprement philosophique, mais qui a été, je dirais, alimentée par le travail proprement philosophique de Jacques Derrida sur les textes. Jacques Derrida, ça fait plusieurs fois qu'on prononce le mot de déconstruction. Vous êtes le pape de la déconstruction, c'est pour ça que vous êtes connu dans le monde entier. Et j'aimerais qu'on essaye de définir ce concept. C'est défaire, désédimenter, décomposer, couper les cheveux en quatre, déconstituer les présuppositions, les institutions. C'est un peu destructeur, non? C'est un peu négatif. Quand vous l'imaginez, on me pose souvent cette question et jamais je ne sais vraiment y apporter une seule réponse. Je vais, si vous le permettez, citer 2 ou 3 réponses que j'ai improvisées dans des contextes très singuliers, un peu pour déjouer l'autorité de la question elle-même, la légitimité de la question, parce que je ne crois pas qu'il y ait la déconstruction. Il y a des déconstructions qui diffèrent d'un lieu à l'autre, d'un contexte à l'autre. C'est un mot qui s'est installé maintenant. Tout le monde emploie, tout le monde veut déconstruire. Je dis souvent que c'est ce qui arrive. Ce qui arrive. Et l'impossible. L'impossible, donc, il y a la seule chose qui arrive. C'est ça, la déconstruction. Mais les 2 formules que j'ai risquées un jour, dans des contextes très différents, c'est d'une part, la déconstruction, c'est l'Amérique, et je l'ai dit en Amérique, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe avec les États-Unis, et j'essaie d'expliquer jusqu'à quel point ça pouvait avoir du sens. Et l'autre définition boutade, c'était la déconstruction, c'est plus d'une langue. Plus d'une langue. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer les 2 points, parce que oui. Alors, l'Amérique, ça mérite explication. L'Amérique, parce que, d'une part, c'était déjà, ça remonte à 20 ans, ce que je dis là, c'était déjà un pays qui, malgré son hégémonie, était déjà, et est de plus en plus précaire et en crise, qui se déconstruit lui-même. C'est une grande démocratie qui se déconstruit. Bon, l'Amérique que vous connaissez très bien, vous êtes non seulement très connu là-bas, mais vous êtes enseignant là-bas, vous y allez très souvent. Et puis c'est le lieu où, l'une des raisons pour lesquelles
le thème de la déconstruction a fleuri là-bas au point d'envahir tous les champs, non seulement celui de la philosophie, de la littérature, mais du vêtement, de la cuisine, de l'architecture, etc., c'est que la déconstruction s'est occupée très vite de l'ontothéologie et de Dieu, et des routes de Dieu, et que l'Amérique, comme vous savez, est un pays dans lequel la théologie et l'enseignement, non seulement la religion, comme on sait, bien que ce soit un des premiers pays, bien avant la France, qui ait séparé l'État et la religion. Néanmoins, mais c'est vrai qu'on ne plaisante pas avec la religion aux États-Unis. Oui, néanmoins, la politique est religieuse de part en part. Et le président termine ses discours par « God bless you ». Voilà. C'est la seule démocratie au monde où ça soit toléré et même acclamé. Mais il y a de puissants enseignements de théologie dans les universités américaines, et ceux qui se sont le plus intéressés à la déconstruction, ce sont des théologiens, je ne dirais pas des théologiens de la libération, mais des théologiens qui voulaient mettre en question, ça a commencé aussi en Allemagne, qui voulaient mettre en question un certain héritage théologique, philosophico-théologique, une théologie trop marquée par la philosophie, et libérer par la déconstruction le message évangélique dans sa pureté primitive. Et donc il y a eu des débats, et il y en a de plus en plus, autour de déconstruction et religion. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'Amérique a quand même été un des lieux où la déconstruction a été le plus effervescente, avec des combats terribles. J'étais beaucoup plus attaqué là-bas qu'ici, n'oublions pas. Mais c'est ça que ça voulait dire. Alors maintenant, si j'avais à risquer aujourd'hui une définition pour moi, pour vous, en improvisant très vite, je dirais donc que c'est ce qui arrive, de toute façon, pas seulement dans la philosophie, mais dans la géopolitique, dans l'économie, dans le droit. En ce moment, les concepts du droit international se déconstruisent, ils sont en cours de déconstruction. C'est ce qui arrive, et c'est ce qui peut être repris en charge de façon plus méthodique aujourd'hui par des philosophes exercés, compétents, mais seulement repris en charge. Pas inventé, pas provoqué. La déconstruction, personne n'en a la maîtrise. Elle arrive, et j'associe régulièrement l'impossible à ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas prévu, ce qui n'est pas anticipable, n'est-ce pas ? Ce sur quoi je ne peux rien. Donc c'est l'impossible. Mais la déconstruction, c'est ça. C'est l'impossible, là où il arrive. Alors, quand vous vous attaquez à un concept, et que vous cherchez à le déconstruire, en général, il passe un mauvais quart d'heure, Jacques Derrida. Je parlais là de Voyou, aux éditions Galilée, qui est sorti il y a quelques mois, qui est un excellent livre. Et justement, dans ce livre, vous en prenez au concept de souveraineté, la souveraineté de l'État-nation. C'est là que j'aimerais vous entendre débattre l'un et l'autre, parce que je sais, à lire les textes de Régis Debray, qu'il y a quand même une forme de désaccord sur cette question entre vous. Alors, je ne sais pas qui répond le premier. Vous. Moi, je crois, c'est une hypothèse que je vous soumets à tous les deux, je crois qu'il y a moins d'opposition qu'il n'y paraît. Absolument. Moi, je ne suis pas contre la souveraineté, en général. Vous n'êtes pas pour non plus. Je ne suis pas simplement pour non plus, bien sûr. D'abord, je tente philosophiquement, et dans mon enseignement, une généalogie, mais je me méfie aussi de plus en plus du mot de généalogie, mais laissons, une généalogie du concept de souveraineté, qui renvoie, pour une part très ancienne, à Platon, qui définissait le souverain bien comme royal, c'est-à-dire comme un lieu de pouvoir. Le bien était du pouvoir, souverain. Bon. Mais dans sa modernité, le concept de souveraineté vient de Bodin, Hobbes, et donc on essaie de suivre cette filiation. Et c'est une filiation incontestablement théologique. Incontestablement théologique, et c'est ça que j'essaie de déconstruire. Même si les souverainistes ne le savent pas toujours, ou ne connaissent pas l'histoire du concept de souveraineté, il faut le leur rappeler. Dans les débats actuels sur l'Europe, sur la souveraineté, il faudrait bien qu'on sache ce que c'est que la souveraineté, d'où ça vient, que ça comporte l'indivisibilité, que, en général, c'est fait sur le modèle de la souveraineté divine, etc. etc. Donc vous dites que la souveraineté nationale, la souveraineté porte en elle l'abus de pouvoir, c'est-à-dire en fait la guerre. Ben, le souverain, comme le dit Carl Schmitt, que j'ai critiqué à ma manière, mais dont la pensée m'a toujours intéressé, c'est celui qui décide de l'exception. C'est le souverain est celui qui a le droit de suspendre le droit. Bon.
Alors, donc, déconstruction de ce concept de souveraineté, analyse historique, mais ça ne veut pas dire pour autant que je crois que la souveraineté doit être défaite, dissoute. Elle doit être, comme elle l'est déjà depuis assez longtemps, partagée ou, disons, abandonnée dans certaines limites. Et ça a commencé déjà au XIXe siècle. Mais évidemment, quand on commence à partager la souveraineté ou à renoncer dans certains domaines à la souveraineté de l'État-nation, c'est le concept de souveraineté qui perd sa pureté, parce qu'il est indivisible. Ça ne se partage pas, la souveraineté. N'est-ce pas ? Donc, moi, je serais pour une... Comme je crois que la souveraineté État-nationale n'est pas morte et ne devrait pas mourir, qu'elle nous protège quelquefois contre des forces internationales. Alors là, vous vous rapprochez de Régis Debray. Oui, je crois que un certain type de souveraineté peut nous protéger contre certains effets de marché international, contre des corporations, contre des alliances. Bon, donc je ne suis pas contre la souveraineté en général. Je ne crois pas à la dissolution de la souveraineté. Et d'ailleurs, je crois que c'est impossible. Je suis pour, alors, une transaction qui est en cours, pour des transactions, les meilleures possibles, entre tel partage, tel abandon de souveraineté et tel maintien de souveraineté. Et donc, je ne suis pas frontalement opposé à la souveraineté. Et comme toujours en politique et ailleurs, je suis un homme de, je ne vais pas dire de compromis, mais de transaction. Je crois qu'il faut transiger avec la souveraineté. Régis Debray, vous avez été le conseiller de François Mitterrand, qui a dit, c'était, je crois, son dernier grand discours public à Berlin, qui a dit « Le nationalisme, c'est la guerre ». Écoutez, vous me parlez de la souveraineté. La souveraineté, elle n'est jamais absolue, bien entendu, puisqu'il y a plusieurs unités. Il y a 192 États. Bon. Il y en avait, notez bien, que 45 au lendemain de la guerre. Donc je constate que des États, il y en a de plus en plus, que, semble-t-il, les mouvements d'indépendance veulent tous avoir un État. Je constate aussi que c'est la raison d'État qui est venue à bout de la raison d'Église, avec Henri IV ou l'édit de Nantes. Par exemple, on dit toujours « mais la tolérance, la fin de la guerre des religions, c'est merveilleux ». Oui, mais ça supposait la construction d'un État, hélas, à l'époque, absolutiste, c'est-à-dire la constitution d'une monarchie centralisée, avec une langue officielle, le français, etc. C'est cela qui est venu à bout des guerres de religion. Et il me semble que lorsque les États se déconstruisent, ce qui vient après eux est pire qu'eux. Et souvent pire qu'eux. C'est soit les clergés, les théocraties, disons, soit les mafias, ou les seigneurs de l'industrie ou de la finance. Et c'est là, si vous voulez, où les attaques de la souveraineté me semblent, mais je partage là-dessus le sentiment de Jacques Derrida, me semblent toujours un peu suspectes lorsqu'elles viennent d'un État ultra-souverainiste comme les États-Unis, qui est vraiment l'hyper-souverainisme, qui n'aime pas qu'il y ait d'autres souverainetés que lui. Et, disons, la transformation du monde en un vaste supermarché, la transformation des citoyens en consommateurs, et consommateurs de quelques multinationales, suppose effectivement de pulvériser les souverainetés étatiques. Alors, cela étant dit, bien sûr, comme Jacques Derrida, je suis non seulement pour la transaction, mais je suis pour des délégations de souveraineté. Je vais même vous faire, non pas une confidence, car c'est écrit quelque part dans un livre. J'ai proposé au président de la République de faire des ambassades conjointes franco-allemandes et germano-françaises. Avouez que pour un souverainiste, c'est assez étrange. Dans mon rapport sur les relations de la France et de Haïti, j'ai proposé qu'on reprenne ce qui avait été tenté en Mongolie et au Botswana, et ce qui n'avait pu aboutir, figurez-vous, pour une raison simple, c'est que notre Constitution interdit des missions diplomatiques conjointes dans la mesure où aucun étranger ne peut être accrédité par le président de la République, puisque un ambassadeur doit répondre à un président de même nationalité que lui. Et néanmoins, je serais partisan, et de plus en plus même, pour qu'il y ait, par exemple, entre la France et l'Allemagne, non seulement Airbus ou Ariane Espace, mais des missions diplomatiques communes. Donc, voyez-vous, la souveraineté, elle n'est pas, je dirais, liée à la forme de l'État-nation, qui n'est évidemment pas le dernier mot de la politique. Si vous voulez qu'il y ait un peu d'Europe capable d'opposer sa souveraineté à elle, à l'empire qui n'admet d'autre souveraineté que
la sienne, vous devez procéder effectivement à des regroupements, à des coopérations, je dirais même jusqu'à des administrations communes. Voyez-vous, je suis donc un souverainiste étrange. Oui. Je me rappelle une discussion que nous avions eue à ce sujet où je vous avais un peu traité de souverainiste. C'était quand nous avons été invités. Et dans votre bouche, c'était un peu une insulte. Hein. Pardon? C'était un peu une insulte dans votre bouche. Non, c'était marqué. C'était à l'époque où les positions de Chevènement étaient très visibles. Chevènement est un ami, hein, mais je ne partage pas le souverainisme à la française, que ce soit celui de Chevènement ou celui de Villiers. Bon. Mais c'était quand nous avions été invités chez Gerhard Schröder pour parler justement des rapports entre les intellectuels et les Français et Allemands. Je vais prendre 2 ou 3 exemples pour, non pas justifier, mais expliquer ma transaction. C'est que, par exemple, quand une nation lutte pour son indépendance, et donc pour sa souveraineté, j'étais pour la souveraineté de l'Algérie, je suis pour la souveraineté de la Palestine, etc., etc. Cela dit, je regrette néanmoins que cette fascination inconditionnelle pour la souveraineté donne lieu à des formes d'État-nation dont je voudrais qu'ils soient périmés. C'est-à-dire j'aurais préféré d'une certaine manière que Israël et la Palestine trouvent un moyen de gérer ensemble leur souveraineté commune, d'avoir une capitale commune, qu'ils trouvent une autre problématique. J'aimerais qu'il y ait une autre problématique, même entre l'Algérie et la France. Bien que j'ai approuvé le mouvement d'indépendance, j'aurais préféré qu'il y ait un autre type d'accommodement dont les Algériens auraient moins souffert d'ailleurs et qui aurait fait fi avec la rigide inconditionnalité de la souveraineté. Donc là, je suis obligé, selon les contextes, comme tout le monde, de peser dans un sens tout en regrettant que le contexte ne soit pas mûr pour que la problématique soit différente. Pour que la problématique de la souveraineté soit différente. J'aimerais vous poser une question. Une souveraineté partagée entre Israël et la Palestine, c'est la fin de l'État juif pour des raisons démographiques. Une souveraineté commune entre la France et l'Algérie, c'est sans doute la mise en crise de la laïcité républicaine. C'est-à-dire que derrière, je dirais, le démos de démocratie, il y a un peu un ethnos, c'est-à-dire il y a une langue, une culture, une histoire. Tout ne peut pas se partager. Parfois, une bonne frontière vaut mieux qu'un mauvais mélange. Sans doute, quand le mélange est mauvais. Mais moi, je voudrais faire confiance à ce qu'on appelle, moi je ne me sers jamais de ce mot, mais je vais m'en servir aujourd'hui, les peuples, pour qu'ils imposent à leurs décideurs, à leurs dirigeants, pour qu'ils imposent l'impératif des intérêts communs, le partage de la souveraineté. Je sais qu'il y a, on a entendu l'autre jour au monde diplomatique un témoignage admirable d'un Israélien qui travaille avec des Palestiniens et pour aider les Palestiniens. Il y a des alliances entre Israéliens et Palestiniens extraordinaires dont on parle très peu. Donc moi, je rêve de cette espèce de rassemblement populaire qui impose des partages de souveraineté ou une décapitation de la souveraineté au sens théologique. Je voudrais ajouter encore un mot à propos de l'Allemagne et de la France et de l'Europe. Moi, comme Régis, je pense qu'une alliance forte entre l'Allemagne et la France serait une très bonne chose. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai signé avec Habermas un texte qu'il a écrit lui-même. D'ailleurs, moi, je n'étais pas en état de l'écrire, mais j'ai co-signé, avec son accord, un texte qui en appelait à une politique extérieure de l'Europe en face de l'hégémonie américaine. C'était au moment de la guerre de l'Irak. Et l'argument d'Habermas, que j'approuve totalement, c'était qu'il fallait tenir compte du fait qu'en Europe, à la veille de l'invasion de l'Irak, dans les États dont les gouvernements faisaient partie de la coalition, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, il y avait eu des mouvements populaires beaucoup plus importants que partout ailleurs. Et qu'il fallait tenir compte de ces mouvements populaires qui ont produit certains effets et en Angleterre et surtout en Espagne. Donc, mon espoir, c'est ça, peut-être est-il excessif, c'est qu'il y ait des mouvements populaires de rassemblement
qui remettent en question certaines politiques souveraines. Oui. Écoutez, personne ne sera contre le mouvement populaire lorsqu'il veut la justice, mais si vous regardez comment la vieille Europe, comme disait l'autre, a pu échapper à l'engrenage désastreux et criminel de l'agression contre l'Irak, ce n'est pas les mouvements populaires, ce n'est pas les manifestations, ce sont les attributs de la souveraineté, non seulement allemande, mais aussi française, c'est-à-dire c'est cet attribut qui s'appelle le droit de veto ou la présence au Conseil de sécurité. Et je dois avouer... Je suis pour voilà, ça aussi. Oui. Donc c'est tout de même un État. Il a fallu qu'un État décide. En situation de crise, il faut qu'un État décide. On l'a vu, il y a eu une crise à Port-au-Prince. On a, en Haïti, frôlé un bain de sang. Il fallait prendre une décision dans les 24 heures. Ce n'est pas l'Europe qui pouvait la prendre. C'était un État, c'était la France, qui, en l'occurrence... C'était lié avec les États-Unis pour des raisons logistiques de proximité. Mais si vous voulez, ne jetons pas le bébé, comme on dit, avec l'eau du bain. C'est la bonne vieille tradition gaullienne, Richelieu, Colbert, Clémenceau, qui a fait que la France a opposé son refus. Dans certaines situations... À partir d'une analyse non seulement stratégique, mais de ses intérêts propres, et qui a dit non, cette guerre est non seulement une folie, mais elle est injuste. Je n'en serais pas. Je ne crois pas que les manifs auraient suffi. Les deux me semblent fort complémentaires, et tant mieux. Mais ne perdons pas. Ces leviers diplomatiques et stratégiques sont fondamentaux. Oui. Je pense par exemple à l'armement. Si l'Europe existera un jour, ce sera peut-être parce que la France et l'Angleterre ont l'arme nucléaire, attribut de souveraineté s'il en est. Oui. Alors là, je suis d'accord avec vous, dans certains contextes, et c'était bien le cas, les interventions des États en tant que telles, et c'est pourquoi c'est une des rares choses que j'ai approuvées dans la présidence de Chirac, c'est le discours de Villepin, dont d'ailleurs vous faites un éloge que je partage dans votre livre, c'est le discours de Villepin au Conseil de sécurité et à l'ONU. Là, je suis d'accord, dans la situation où nous sommes, ces actes de souveraineté sont indispensables. Mais à l'horizon, il faudra transformer l'ONU, le Conseil de sécurité, le délocaliser. Nous sommes d'accord là-dessus. Régis Debray pense que ça devrait être à Jérusalem. Moi, un peu moins utopique, je pense que ça devrait être en Europe. Bon. Mais à long terme, ce sont des mouvements populaires qui, aujourd'hui, par exemple, s'appellent altermondialistes, de façon un peu souvent confuse, hétérogène, chaotique, etc., mais qui, de plus en plus, pèsent sur les institutions internationales, et pèseront de plus en plus, pour transformer ces grandes puissances, qui ne sont pas seulement des États, mais qui sont le FMI, qui sont le G8, qui sont... Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est une Europe armée, en effet, non pas armée pour l'offensive, ni même pour la défensive, mais armée pour être au service de l'ONU, là où l'ONU, pour l'instant, n'a aucun pouvoir exécutif et doit recourir, naturellement, aux États-Unis pour mettre ces résolutions ou au contraire, se démettre de ces résolutions. Donc je souhaite une Europe forte, armée, une vieille Europe nouvelle, armée au service de nouvelles institutions internationales. Et là, autant, je crois comme vous, que le couple France-Allemagne est indispensable, enfin en tout cas un atout considérable, autant je m'inquiète de l'inquiétude que ce couple suscitera en Europe, suscite déjà en Europe même, chez tous les partenaires. Donc là, il faudra user de beaucoup de diplomatie justement pour faire accepter l'autorité de ce couple-là. Mais je suis pour une Europe armée, en effet, sans souci de guerre offensive ou défensive, mais pour les résolutions d'une ONU transformée. Alors, on est passé peu à peu de la philosophie à la politique, et j'ai parfois le sentiment que vous avez suivi des chemins inverses, c'est-à-dire que vous avez commencé avec de la grammatologie, et peu à peu vous êtes rapproché de la politique, même si vous êtes toujours intéressé à la politique, et
J'ai le sentiment, en lisant surtout ce dernier livre de Régis Debray, Le siècle et la règle, mais on peut parler aussi de ses livres biographiques précédents, Loué soit nos seigneurs. J'ai le sentiment que lui, Régis Debray, s'en éloigne peu à peu. Je ne veux pas parler de rejet, mais il y a des phrases, d'ailleurs, c'est magnifique, Le siècle et la règle, c'est un style absolument étincelant, et dedans, il y a des formules qui restent. Hein. Par exemple, une idée politique, c'est une tache de vieillesse qu'on se colle avant l'heure sur le visage. Il y a quelque chose aussi très fort, là. Quand vous parlez des personnages, les héros de romans, Régis Debray, vous parlez des Rubempré, les Emma Bovary, les Charlus, vous dites, je cite, « voyage infiniment mieux à travers les siècles et les frontières que les meilleures théories, et c'est ce don incompréhensible d'invention charnelle qui fait à mes yeux un destin abouti. De nos petites colères, il restera encore moins que de nos amours. » C'est-à-dire que ce qui va résister à la déconstruction, si je vous suis, Régis Debray, ce sera l'amour, la littérature et l'amour. Écoutez, en tout cas, il est certain que la politique m'intéresse de moins en moins. Le politique continue de m'intéresser. Je les distingue bien, les deux domaines. Et encore une fois, le politique, c'est comment on fait de l'un avec du divers, comment on fait du durable avec de l'éphémère. Et le politique continue de m'angoisser. Et c'est comme quoi, d'ailleurs, c'est par ce biais que je suis tombé sur la question religieuse, c'est-à-dire la question de ce moyen d'organisation privilégié des communautés humaines qu'est la croyance religieuse. Mais alors, il est vrai que la conjoncture politique, nous sommes tous d'accord, Althusser l'avait pronostiqué d'ailleurs, avant de mourir, le théâtre de la tragédie politique a fermé ses portes. La politique n'est plus un facteur autonome. Là où les choses se passent, ce ne sont plus dans les palais, c'est dans les labos, c'est évident. Les grands personnages du temps ne sont certainement pas les présidents ou les premiers ministres, c'est plutôt des gens, j'allais dire, comme Bill Gates ou tel chercheur en biochimie, ou même Ted Turner. Hélas, quoi qu'il en soit, c'est vrai que aujourd'hui, nous sommes dans des bases eaux mythologiques et donc politiques. Eh bien, en tout cas, vous l'ancien révolutionnaire, l'ami du Che, vous en venez à dire quand même que les révolutions sont des soleils trompeurs, qu'elles sont en fait des changements de locataires. Et puis alors, il y a cette phrase moi, qui m'a frappé, page 146 de ce beau livre, hein, que je vous recommande, Le siècle et la règle. Les morales souples sont plus respectables, à mon avis, parce qu'elles ne s'absentent jamais du réel. Oui, c'est vrai que je me sens un intellectuel un peu inconfortable car j'ai la passion du réel, alors que souvent les intellectuels essayent d'éviter l'instance du réel. C'est pourquoi d'ailleurs je ne dédaigne pas du tout les intellectuels qui vont au pouvoir, comme on dit. On dit ça comme ils vont à la soupe. Vous avez eu vous-même votre bureau à l'Élysée du temps de Mitterrand. On va à la réalité. Le pouvoir... Mais dans vos anticipations géniales que vous rappelez ici, ouais. Il y en a beaucoup de visions anticipatrices. Il y a celle qui concerne les révolutionnaires de mai 68 et qui sont devenus les notables de l'Europe. Ça, c'était prévu depuis longtemps. Oui. C'était prévu depuis longtemps. Ils sont ministres ou patrons. Ils auront les ex-trotskistes et maoïstes. Ils ont la Légion d'honneur de la société libérale qu'ils appelaient de leur vœu libertaire. Moi, je suis contre le nihilisme institutionnel. C'est pourquoi je me suis détaché, je dirais, de ma génération, disons, de celle qui a fait 68, comme on dit, celle qui a fait Verdun. Mais j'ai toujours pensé qu'il faut de l'instituer. C'est peut-être une légère nuance que j'aurais avec mon ami Jacques. Par exemple, nous sommes d'accord sur la finalité politique qu'il a dit, constituer une Europe. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur les moyens, car il dit une Europe qui serait armée pour ne pas faire la guerre. D'abord, pour qu'elle soit armée, il faut qu'il y ait des armées nationales, il faut donc qu'il y ait des nations derrière, des armées nationales qui arrivent à créer, comme ça s'est passé entre la France et l'Allemagne, des régiments communs avec des chaînes de commandement. Reste la question de la chaîne de commandement, qui commande à qui. Pour l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est une question grave. Je ne pense pas qu'il faille écarter la guerre par principe. Il y a des guerres de résistance, de défense, qui me semblent parfaitement légitimes. Je vais même vous dire une chose. Ce dont l'Europe souffre aujourd'hui, c'est de n'avoir pas d'adversaire.
Et d'ailleurs, si l'Europe a si peu d'existence, c'est qu'elle ne gêne personne et que personne n'en prend ombrage réellement. Les Américains s'en moquent. J'ai vu ça que les dernières élections européennes n'ont même pas fait 3 lignes dans la presse. Le drame de l'Europe, c'est qu'elle n'a ni adversaire ni légende. Or, pour qu'une unité politique se pose, elle se pose en s'opposant, comme vous et comme moi, lorsque nous sommes adolescents. Le moi se pose en s'opposant. Pour un nous, il faut un eux. Et le drame de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas de eux. Prenez, par exemple, comparez un billet de 5 € avec un billet de 1 $. Et vous verrez ce que c'est qu'une unité consistante, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, One Nation Under God, effectivement, in God we trust, c'est sur le dollar, mais l'Amérique s'est faite contre l'Europe, en faisant la guerre contre l'Europe, en faisant la doctrine de Monroe contre l'Europe. Contre quoi l'Europe peut-elle se faire? Si elle ne se fait en contre personne, en contre rien, elle ne se fait pas. D'où l'immense ennui, d'où le désintérêt. Autrement dit, la démarcation stratégique ne peut advenir que dans un rapport assumé de rivalité, de concurrence, voire d'adversité. Vous rêvez là, Régis Debray, de souffle, de vision, j'allais presque dire de poésie. C'est un peu contradictoire avec le siècle et la règle, où vous citez ce mot célèbre, les princes commandent au peuple et l'intérêt commande aux princes, et il n'y a rien à rajouter, dites-vous. C'est un peu désespérant, non? Non, mais ça, je ne crois pas. C'est une sagesse un peu courte. Ce sont parfois les grandes colères qui peuvent soulever un peuple. Mais on ne choisit pas ses colères. On est en but A. C'est pas pour rien que la première fois, je ne vais pas vous faire des déclarations anti-islamiques, loin de là, mais c'est à Lépante, et même avant, c'est à Poitiers, que le mot Europe a été utilisé pour la première fois, non pas au sens géographique, mais politique. Bon. Face aux Sarrasins. Et c'est Staline qui a fait l'Europe, autant que Jean Monnet. C'est lui qui a donné un sens, à contrario, bien sûr, à une communauté européenne de défense, de constitution d'un espace d'échange, de liberté, etc. Et le drame de l'Europe, c'est qu'elle est aujourd'hui sans frontières, sans adversaires et sans finalité. Donc, sans passion. Et rien de grand ne se fait sans passion. Vous êtes presque à la nostalgie de la tragédie, là. Oui, alors, bien que la tragédie politique ait fermé ses portes en Europe, je considère que tant que l'Europe n'aura pas à s'éprouver dans une grande épreuve historique, le sentiment d'appartenance commun n'adviendra pas. Je ne dis pas que c'est un bien, je ne dis pas que c'est un mal, c'est ainsi que ça se passe. J'en suis d'accord, mais je crois qu'elle est dans cette situation aujourd'hui. Alors, pour préciser quelques points, pas plus que vous, je ne suis pacifiste. Quand je dis que la force militaire de l'Europe ne doit pas être offensive ni défensive, ça veut dire que ça ne doit pas être sa visée principale, mais qu'elle doit donc servir avoir des missions de type universel. Bon, par exemple, une nouvelle ONU pourrait la charger. D'autre part, je ne suis pas très optimiste non plus quant à l'Europe qui se fait, pas seulement à cause du faible taux de participation il y a quelques jours. Les élections européennes, mais ça a toujours été le cas. Hein. Mais parce que c'est de plus en plus le cas. Cette abstention augmente. Ce qui s'annonce au Parlement européen, ce sont des majorités qui, en gros, seront libérales ou néolibérales du point de vue économique. Tous les partis en France, en tout cas de gauche et de droite, sont pour une Europe sociale. Ils disent tous social. Quel contenu mettrons-nous sous ce mot social? Je ne suis pas optimiste en fait, mais je rêve néanmoins. Et je crois à une dynamique qui obligera l'Europe, contre la volonté de ses parlementaires et de ses politiciens, qui l'obligera et qui l'oblige déjà à avoir ce que vous avez ce que vous appelez un autre. Et aujourd'hui, il y en a. Il y a les États-Unis, d'une certaine manière, de plus en plus, malgré les alliances, malgré les amitiés historiques, malgré, encore une fois, le respect qu'on doit avoir pour la démocratie américaine, qui se trahit constamment, et aujourd'hui plus gravement que jamais. Néanmoins, c'est un État, une démocratie perfectible. Mais en tout cas, l'Amérique, aujourd'hui, c'est autre chose. Et l'Europe est en but, pas en lutte, mais en but à l'Amérique. De l'autre côté, il y a le monde, disons, de la théocratie, appelons ça trop rapidement,
arabo-islamique, c'est-à-dire une culture qui, pour des raisons qui demanderaient des heures pour leur analyse, n'ont pas connu les Lumières, etc., et qui sont aussi, comment dire, des mondes étrangers et voire hostiles à une certaine idée de l'Europe. Moi, je crois qu'il faut s'allier contre ces deux ennemis-là, je l'appelais des ennemis. Il faut s'allier dans les États-Unis et dans le monde arabo-islamique avec ceux qui, de l'intérieur, et courageusement, souvent plus courageusement que nous, luttent pour cette démocratisation, sécularisation, qu'on l'appelle comme on veut, laïcisation, etc. Mais l'Europe elle a des autres, plus que jamais. Et moi, qui étais... Elle en a, mais elle ne les assume pas. Pardon ? Elle en a. Elle ne les assume mais pas. Elle ne les assume Il pas. est vrai que le discours politique européen, en France ou ailleurs, n'assume pas, ne théorise pas, ne formalise pas cette situation, mais on est dans cette situation. Je crois qu'on est au début de développements très graves, qui peuvent être très menaçants, qui peuvent d'ailleurs conduire à l'abandon même de l'idée européenne. Je ne l'exclus pas, n'est-ce pas ? Mais alors, mon rêve politique, c'est que ça réussisse malgré tout, et qu'il y ait une dynamique géopolitique qui fasse que la mémoire de l'Europe, la bonne et la mauvaise, disons la bonne que je mettrais du côté de la philosophie, des Lumières, de la science, etc., la mauvaise que je mettrais du côté des totalitarismes, de la Shoah, du stalinisme, du fascisme et du nazisme, que ces deux mémoires-là, que les autres continents n'ont pas, poussent l'Europe à prendre des positions où vraiment elle est à s'opposer à ces deux blocs. Sans parler de la Chine. La Chine qui, dans 10 ans, sera une superpuissance dont déjà les besoins pétroliers, aujourd'hui, ont déterminé pour une large part toute la stratégie américaine en Irak. Le projet Wolfowitz, Cheney et Rumsfeld, qui préexistait au 11 septembre, n'est-ce pas, élaborait déjà une stratégie, proposait une stratégie moyen-orientale qui avait en vue la Chine et les besoins de la Chine en pétrole. Mais Jacques Derrida, vous ne mettez pas dans le même sac le nihilisme islamique et l'hégémonisme américain, quand même. Non. Pour le dire trop vite, non, parce que je crois que du côté, mettons, du fondamentalisme islamique, je ne veux pas parler du monde arabo-islamique en général, qui est très compliqué, très hétérogène, où il y a le meilleur et le pire, donc je ne veux pas céder à ces clichés. Mais disons du côté de ce dont Bin Laden et la métonymie, disons. De ce côté-là, il n'y a aucun avenir. Ils peuvent faire beaucoup de mal, ils vont faire beaucoup de mal encore, je suis persuadé. Ils ne savent pas pourquoi. Mais il n'y a aucun avenir. Ouais. Tandis que du côté des États-Unis, malgré les désastres actuels, non seulement de la politique extérieure de Bush, mais de limitation des droits et de la liberté démocratique aux États-Unis, qui font penser qu'aujourd'hui, c'est pire, pour certains Américains, c'est pire que l'époque McCarthy. Il ne faut pas oublier ça. Donc moi, je n'oublie pas qu'il y a l'Amérique, une Amérique que je respecte, qui est l'idéal démocratique, et puis il y a une Amérique détestable, pour le dire très vite. Eh bien, cette Amérique-là, je ne la mets pas sur le même plan que le théocratisme, parce qu'elle est perfectible, parce qu'elle est historique, parce qu'elle s'est améliorée déjà, elle a aboli l'esclavage, elle a reconnu les droits civiques. Actuellement, il y a un mouvement contre la peine de mort qui s'amplifie. C'est un pays qui est perfectible dans sa structure, comme toute démocratie. Et donc, si on m'obligeait à choisir, à voter de façon binaire, naturellement, je voterais pour les États-Unis. C'est vrai que l'islamisme ne porte aucun avenir, ne porte aucun modèle de civilisation. Ils ne produisent pas de savoir, ils ne produisent pas d'art, ils ne produisent pas de nouvelles formes de sociabilité. À partir d'un certain moment de leur histoire. Donc, entre l'Empire et le Moyen-Âge, oui, on peut choisir l'Empire qui a une racine démocratique occidentale, même s'il peut cultiver un fondamentalisme religieux extrêmement pervers, comme on le voit aujourd'hui. Mais il est bien évident que de deux mondes, il faut choisir le moindre. Et le moindre est évidemment les États-Unis d'Amérique. Cela dit, tant que l'Europe n'aura pas pris conscience qu'il ne peut pas y avoir un monopole de l'Occident et que la seule façon de sauver l'Occident, c'est qu'il y en ait deux, et non pas un, car si on laisse le leadership aux États-Unis d'Amérique, je crois que l'Occident peut
s'auto-immuniser et fomenter ce qu'il prétend combattre. On le voit avec l'Irak et le terrorisme aujourd'hui. Je crois qu'on a vraiment une situation d'extrême urgence, mais pour cela, il faut que l'Europe admette qu'il y a de l'antagonisme, qu'il y a de la tragédie, qu'il y a du courage à avoir maintenant. Je ne pense pas qu'une zone de libre-échange, je ne pense pas, si vous voulez, que la médiocrité des Européens puisse être surmontée par la grandeur de l'Europe. Pour le moment, ceux qui ont choisi l'Europe, la plupart des pays qui ont choisi la formule fédérale européenne, c'est pour sortir de l'histoire, c'est pas pour y entrer. C'est pour sortir de la puissance et de l'affrontement et pour rentrer calmement dans un supermarché. Oui, mais ça, c'est une faute politique, je dirais, c'est mon parti pris, là. C'est une faute politique et c'est une illusion absolue. D'abord parce que les antagonismes, il y en aura de plus en plus à l'intérieur de l'Europe. C'est-à-dire, si l'Europe se fait, elle se fera à travers des antagonismes intra-européens qui s'annoncent déjà assez clairement. Donc il y aura une guerre intra-européenne. C'est un peu le cas. Pardon ? Ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, non, non. Mais il va y avoir autour de la Constitution, la question de la religion au sujet de la Constitution, des frontières avec la Turquie, etc., etc. Sur beaucoup de questions, il y aura des antagonismes intra-européens. Mais auxquels on assiste depuis 1958. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, on est dans une phase où ça s'accélère parce qu'on s'approche quand même de la Constitution, de l'institution européenne proprement dite. Donc je ne crois pas que ça va être un mouvement de retrait dans un abri anhistorique. On va être jeté, au contraire, plus que jamais dans l'histoire. Et moi, je souhaite une Europe qui soit, si ces deux concepts ne sont pas contradictoires, qui soit altermondialiste au meilleur sens du terme, n'est-ce pas, et qui fasse tout ce qu'elle peut pour changer les institutions internationales. Remarquez, ce que je disais de la démocratie en Amérique aujourd'hui. Quand même, quand il y a eu les tortures que vous savez en Algérie, qui ont été terrifiantes des deux côtés, le terrorisme des deux côtés, terrorisme d'État, il nous a fallu 40 ans avant qu'on en parle sérieusement et qu'il y ait des images, etc. Aux États-Unis, l'horreur de ce qui vient de se passer, de ce qui se passe actuellement en Irak, inutile de souligner, bien les journaux en ont montré les images dans les jours qui suivent. Le médiologue vous dira que la technique l'emporte toujours sur la politique et qu'en l'occurrence, on ne peut pas garder le secret, militaire encore moins, avec la photo numérique immédiatement mise sur l'ordinateur, donc sur Internet. Oui, il n'y a pas de censure ni de contrôle. La guerre d'Algérie, c'était la photo sur pellicule, la photo analogique. Alors, je pousse le trait, et c'est vrai qu'il y a encore des anticorps à l'intérieur des États-Unis qui permettent de surmonter cette crise morale. Mais il y en a beaucoup. Il y a néanmoins un fait technique. Monsieur Rumsfeld a dit je ne pouvais pas imaginer que ces choses-là soient mises sur la place publique aussi vite. Oui. On a l'impression que c'est la place publique qui l'embête plus que le fait même. Ils ont été idiots, ils ont très mal calculé. On comprend aujourd'hui pourquoi les États-Unis ont résisté si fermement à la création et surtout à l'efficacité du tribunal pénal international. Parce que si ce tribunal fonctionnait avec les pouvoirs qui devraient lui revenir, eh bien, il y a beaucoup de généraux américains et d'hommes politiques américains qui y comparaîtraient. Et la France y a résisté aussi. Pour des raisons qui ne sont pas tout à fait éloignées, n'est-ce pas ? Donc, moi, je souhaite qu'il y ait, par exemple, un tribunal pénal international qui fonctionne effectivement avec des moyens et un vrai pouvoir. Alors, vous parliez de la démocratie américaine, mais vous semblez très pessimiste sur la démocratie, sur nos démocraties en général, puisque vous expliquez qu'elles sont un peu condamnées au meurtre ou au suicide de toute façon, puisque pour se défendre, elles sont obligées d'oublier leurs principes. Oui. Et qu'au fond, la démocratie ne peut être qu'un devenir, un avenir. Oui. Vous savez, ce que je dis de la démocratie... Ça, c'est dans Voyou. Oui, ce que je dis de la démocratie dans Voyou, je suis absolument incapable d'en parler ici. En 2 minutes, c'est trop compliqué. Si ça intéresse les gens, qu'ils aillent y voir, parce qu'il y a toute une histoire, un concept compliqué, je ne veux pas m'engager là-dedans. Ce que je veux dire pour répondre de façon plus naïve et directe et massive à votre question, c'est que
en effet, des démocraties comme les États-Unis, mais c'est aussi bien le cas des démocraties européennes, quand elles veulent se protéger contre ce qu'elles appellent le terrorisme, et je mets en question ce concept de terrorisme aussi, sont obligées de limiter leurs propres règles démocratiques, d'enfreindre leurs propres règles démocratiques. Ce qui se passe à Guantanamo, par exemple, où des centaines de prisonniers sont là sans avocat, sans contact avec l'extérieur, sans aide juridique, etc. Bon, ce sont des choses qui sont absolument incompatibles avec la Constitution américaine, avec même la tradition américaine. Aujourd'hui, depuis qu'il y a le Patriot Act là, de Bush après le 11 septembre, le FBI a des pouvoirs absolument exorbitants. Il peut intervenir sur les ordinateurs, justement, personnels. Moi, j'ai une collègue et amie qui est à New York, alors qu'elle essayait d'organiser des rassemblements de gens hostiles à la politique, aux perspectives de la politique irakienne à ce moment-là. Ses vues, son email coupé par le FBI, et la compagnie AOL lui a dit que le FBI avait le droit, parce qu'elle appelait par email des gens pour qu'ils se réunissent. Eh bien, le FBI a le droit de couper, d'interrompre un circuit personnel email. Est-ce que vous excluez qu'une démocratie impériale, à force d'être tellement impériale, cesse d'être démocratique? Processus que nous avons connu dans l'Empire romain, n'est-ce pas? C'est-à-dire que des institutions démocratiques ne résistent pas à un état de guerre généralisée, qui pervertissent, disons, les mécanismes de la délibération, a fortiori de l'élection, et que s'instaurent des pouvoirs de fait de type militaire, industriel, informatique. Vous n'excluez pas non, absolument pas. Je crois que c'est un danger très présent de passage de la démocratie au totalitarisme, l'impérialisme, etc. Et un exemple tout à fait contemporain, tout à fait européen, c'est probablement celui de l'Italie, où le berlusconisme, avec la façade démocratique et de liberté de parole, de non-répression physique, etc., a installé un pouvoir médiatique absolu. On n'a jamais vu un Premier ministre parce que les chaînes privées, les chaînes publiques, avec, on le sait maintenant, des menaces, des pressions, des chantages. Et c'est donc une sorte de néo-totalitarisme qui passe par les médias, qui passe par le capital et les médias. Et ça, c'est le risque des démocraties modernes qui ne seront plus des nazismes, des fascismes, des stalinismes, mais qui peuvent être des néo-berlusconismes. Ça nous guette. Guette. Mais alors, ce qui me frappe dans cette discussion, c'est que vous deux, Régis Debray et Jacques Derrida, vous semblez très pessimistes. Vous pensez vraiment que c'était mieux du temps de la guerre froide, dans les années 50 ou 60, quand on a l'impression que le monde entier pouvait disparaître sous le poids des bombes? Vous répondez? Écoutez, d'abord, c'était une impression fausse, puisque le paradoxe de la dissuasion, c'est qu'elle protégeait la paix par la menace de guerre. Il est possible que la fin de la dissuasion nucléaire implique un redéploiement de menaces de guerre conventionnelles, de harcèlement, de guerres qui ne sont pas des guerres, qui sont des terrorismes ponctuels. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet. Mais enfin, on n'est pas là non plus pour plonger dans le kitsch généralisé dans lequel l'Amérique voudrait nous plonger et évoquer les bons sentiments, une sorte de scoutisme un peu niais avec des grandes cérémonies patriotiques et l'étalage de vœux pieux. Enfin, on est tout de même là, n'est-ce pas une définition de la philosophie, tenter de voir le réel en face. Et en tout cas, non pas pour exorciser ou conjurer les possibles, mais pour essayer de les envisager avec calme. Moi, naturellement, je ne vais pas dire que je préférais la guerre froide, bien sûr, pour 1000 raisons que tout le monde comprendra, ne serait-ce que parce qu'il s'y passait des deux côtés, en particulier du côté de l'Union soviétique. Mais il y avait autant de la guerre froide, à cause des souverainetés solidement établies, une théorie des jeux
qui faisait que chacun pouvait compter sur l'autre. Chacun pouvait compter sur la sagesse raisonnable, enfin la prudence politique de l'autre, ce qui évitait la dissémination du nucléaire. On a eu chaud à Cuba ce qui quand évitait même. le terrorisme. La crise des missiles, on a eu chaud à Cuba. C'est précisément la crise des missiles qui a montré que les jeux étaient rationnels, donc limités, et qu'il y avait un partage de raisons de part et d'autre. Les adversaires se mesuraient et par conséquent mesuraient leur agressivité. Ça, c'était le bon côté. Mais le mauvais côté, c'était pas seulement le totalitarisme, le stalinien, etc., ou néo-stalinien, etc., Le mauvais côté, c'est que la situation actuelle trouve toutes ses prémices dans la guerre froide. Par exemple, le soutien américain aux Afghans contre l'Union soviétique, qui a créé quand même le talibanisme, etc., etc. Le soutien américain à l'Irak, le soutien français aussi à l'Irak, toutes ces choses, on trouve là toutes les prémices dans le temps de la guerre froide de ce qui explose aujourd'hui. Donc on ne peut pas opposer les deux. Nous vivons aujourd'hui les effets de ce qu'a été la guerre froide. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples. J'ai donné celui de l'Afghanistan ou de l'Irak-Iran, le soutien de l'Irak contre l'Iran. Oui. Vous savez, je mettrais le phénomène que vous décrivez sur le compte de l'effet pervers, qui me semble être la seule loi à peu près sûre de l'histoire, à savoir que vous voulez faire telle chose et vous produisez le contraire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la bonne intention produit la catastrophe. Brecht est un excellent professeur d'histoire en ce sens-là, avec cette mère courage admirable. On sympathise. Elle provoque le meurtre de son fils. Le 11 septembre dont vous parlez est un effet collatéral, est un dommage collatéral de la première guerre du Golfe. Les Américains ont voulu crier victoire. Ils se sont installés sur le territoire sacré de l'Arabie saoudite, sur les lieux saints, et le retournement d'un agent en ennemi. Et quel ennemi? Donc, au fond, c'est un peu ce carambolage de l'intention dans le résultat. Et puis, il y a parfois des actes qui nous semblent très, très désastreux et qui s'avèrent, je dirais, utiles pour l'avenir. Je pense aux terribles défaites du Japon et de l'Allemagne qui ont produit de grandes puissances industrielles. Bref, c'est pourquoi la vision morale des choses ou unilinéaire des choses m'a toujours semblé en dessous d'une ironie de l'histoire qui, à chaque fois, nous désarçonne et nous submerge. C'est-à-dire que non seulement on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on sait que demain sera exactement l'opposé de ce que nous voulons qu'il soit et de ce que nous avons préparé. C'est ça que j'appelle l'événement comme impossible. C'est ce qui n'est pas prévisible. Si vous permettez, madame, je vous propose qu'on poursuive cette conversation avec nos deux chroniqueurs, Elisabeth Lévy et Charles Pépin. Bonsoir Jacques Derrida, bonsoir Régis Debray. Merci pour ce magnifique dialogue. Alors moi j'aimerais repartir du livre du 11 septembre. Vous expliquez justement que le concept du 11 septembre, en fait, c'est qu'on ne l'a pas encore vraiment trouvé. C'est pour ça qu'on l'appelle le 11 septembre, qu'on a du mal à nommer ce qui s'est passé, on a du mal à nommer la blessure. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'il y a une angoisse eu égard au futur, que les choses qu'on ne nomme pas nous angoissent d'autant plus? Et est-ce que vous pensez à l'inverse, que justement les concepts précis lèvent l'angoisse? Oui. Comme vous l'avez remarqué, j'ai mis le mot concept entre guillemets. J'ai changé le titre. Ce livre est paru aux États-Unis sous un autre titre. Et quand il est apporté en France, j'ai trouvé le titre américain mauvais. C'était La philosophie à l'âge de la terreur. Ouais. Et pour marquer qu'en effet, on n'avait pas de concept du 11 septembre, c'est-à-dire qu'on ne savait pas penser cet événement et qu'on l'appelait par sa date. On n'avait pas d'autre nom pour ça. Et aux États-Unis, naturellement, ça a joué de façon hyperbolique avec le 9/11, qui l'appelle l'emergency d'urgence, etc., etc., et qu'on considérait comme un événement majeur. La première question que me pose mon interlocutrice, c'est est-ce que c'est un événement majeur? Et j'essaie de lui montrer que c'est compliqué, cette histoire. Appeler ça un événement majeur, ce n'est pas un événement majeur du point de vue du nombre des victimes. Je compare au Rwanda, à la bombe atomique, à ce qui s'est passé en Irak après la guerre du Golfe. Donc, ce n'est pas une question quantitative. C'est un événement qui a terrorisé, qui a frappé non seulement les Américains, mais tous ceux qui, dans le monde, y compris les ennemis des Américains, considèrent que les États-Unis sont, malgré tout, le gardien d'un certain ordre, et que quand les États-Unis sont vulnérables, deviennent vulnérables,
tout risque de s'écrouler. Même les ennemis des Américains ont été impressionnés. Là où il y a blessure et traumatisme, et je réponds à votre question, c'est quand la chose qui vient de se passer ne s'est pas encore passée. C'est-à-dire que quand les Américains ont pris conscience que ce qui venait de se passer pouvait se reproduire de façon amplifiée à l'avenir et beaucoup plus grave. Ils savaient que les Twin Towers avaient été déjà attaqués. Il y avait eu des bombes quelques années auparavant. Hein, bon. Donc, ils auraient fait, si on leur avait dit, comme je le répète souvent, voilà, c'est arrivé et c'est fini. Maintenant, c'est fini. Il y a eu 3000 morts, je ne sais plus combien. Mais maintenant, le travail du deuil, comme on dit tout le temps dans les télévisions, maintenant, il ne peut pas se passer quelque chose sans qu'il y ait des experts du travail du deuil. Le travail du deuil se serait fait très vite. S'il ne s'est pas fait, ni en Amérique ni ailleurs, c'est parce qu'on sait que ce sont les prémices de choses bien plus graves et qui sont en train actuellement de se développer. Et là, c'est-à-dire que le traumatisme vient de l'avenir et pas de ce qu'on croit qui s'est passé. Hein. Le traumatisme vient de l'angoisse et le traumatisme de l'avenir. Moi, finalement, en vous écoutant tous les deux parler sur l'Europe, j'étais un peu perplexe, disons. Parce que tous les deux, vous appelez finalement de vos voeux ce que votre ami Hubert Védrine, Régis Debray, appellerait une Europe puissance. Mais dans le fond, ce à quoi on a assisté tout autour de la guerre en Irak, peut-être pour un certain nombre de gens, cette opposition à la guerre en Irak manifestait une volonté d'être dans l'histoire, mais je crois que pour beaucoup de monde, pour beaucoup de peuples européens, je sais que vous n'avez pas ce terme, vous l'avez dit, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de sortir de l'histoire? Et donc, est-ce que le pessimisme de votre article dans Marianne, Régis Debray, n'est pas finalement justifié? Oui, dans non, ce sens-là. je l'ai dit, effectivement, l'Europe me semble être l'objet d'un malentendu. Pour beaucoup de Français, c'est le moyen de prolonger la puissance perdue par notre pays. C'est ce qu'on appelle l'Europe puissance, pour laquelle un homme comme Védrine, mais aussi Villepin, milite. Mais pour la plupart de nos partenaires, l'Europe est précisément une façon de ne plus penser politique, une façon de laisser, je dirais, la maîtrise du destin commun à l'Amérique du Nord. Et donc il y a un quiproquo. Et il faut admettre que ceux qui ont l'idée d'une souveraineté européenne, un jour, sont ultra-minoritaires en Europe aujourd'hui. C'est pourquoi certains pensent qu'il faut une France forte et une Allemagne forte pour qu'il y ait une Europe forte. Parce que l'affaiblissement, je dirais, de l'autonomie de décision et des capacités françaises, par exemple, ou allemandes, aboutirait, je dirais, à la promotion via la Tchéquie, le Portugal, pourquoi pas l'Italie, la Lettonie ou les Pays-Bas, à une sorte de zone de libre-échange qui laisserait aux États-Unis d'Amérique le soin de prendre les grandes décisions stratégiques. Donc il est vrai, pour moi, l'Europe est ambiguë. C'est une sortie de l'histoire autant qu'une possible entrée. Et pour le moment, c'est une sortie. Une question personnelle pour vous, Régis Debray. Je veux revenir un peu sur ce siècle et la règle. Et dans le fond, je veux dire, votre rapport à l'actualité, au temps court, il est assez ambigu. Et moi, je me demande si dans ce dialogue, dans le fond, on a l'impression que vous n'aimez pas, et comme l'a dit Franz, vous aimez de moins en moins le siècle, la politique, l'actualité, et que vous avez un peu de regret de n'avoir pas été capable d'épouser la cesse de la règle. Oui, c'est vrai que on lorgne un peu les devantures de kiosque. Reste un peu d'hegelianisme. Vous savez, Hegel disait la prière du matin, la lecture du journal, parce qu'il y a du divin dans l'actualité, il y a du sens sous l'événement, il y a un scénario, il y a une intrigue, et on dit on est embarqué dans une intrigue collective. Donc on garde en soi cette idée qu'au fond, on ne peut pas rater le train, il ne faut pas rater le coche, il faut être là et intervenir. J'ai de moins en moins ce sentiment, d'abord parce que les gens comme moi n'ont pas d'influence, car pour avoir de l'influence... Non, pour avoir il vous arrive de faire le diplomate. Attendez, quand vous faites de grands articles, c'est pour être lu par les dirigeants. Malheureusement, pour avoir de l'influence, il faut aller dans le courant, dans le mainstream. Il faut être, je dirais, répondre un peu à une attente, utiliser les mots, s'insérer dans un air du temps. Et malheureusement,
malheureusement, ceux qui essayent de garder un peu de lucidité sont forcés d'être en marge, et donc ça ne sert à rien. Je suis convaincu que l'intervention politique ne sert à rien. On sauve un peu sa conscience, sa bonne conscience. Bah justement, puisque ça ne sert à rien, j'aimerais revenir à votre espérance. Quant à l'Europe, vous dites, au milieu de ces deux théologies politiques, les États-Unis fondamentalistes et l'islam intégriste, vous avez l'espoir d'une Europe qui incarne une autre voie, une autre logique, un autre discours, oui, qui ne serait donc pas de la théologie politique. Mais pourtant, qu'est-ce qui fonde cet espoir? Parce que c'est l'Europe qui est le lieu même de naissance du théologique, au fond. Oui, mais en même temps, elle a fait un chemin, elle a une histoire quand même qui a libéré le politique, quand même, au moins en principe, du théologique. Bon, donc c'est compliqué, hein, d'un pays à l'autre c'est très compliqué, mais enfin en gros il y a eu ce qu'on appelle les lumières, hein, il peut y avoir encore des lumières à venir, et où je ne serais pas d'accord avec ce qui vient d'être dit au sujet de la dépolitisation de l'Europe, comme si l'Europe voulait finalement ne plus faire de politique, hein. Et je terminerai là-dessus sur un propos médiologique, justement en hommage à Régis Debray. C'est que, sans doute, la politique, telle qu'elle a existé jusqu'ici, toucha sa fin, d'une certaine manière. Et moi, je crois à la nécessité de repenser le politique, et que l'Europe est mieux placée. L'Europe, ou tout ce qui peut être européen ailleurs, hein, aux États-Unis, ou au Moyen-Orient, ou en Chine. L'Europe est mieux placée pour penser cette transformation du politique à partir du médiologique, justement, c'est-à-dire à partir de la déterritorialisation. Avant, le politique, depuis la pensée grecque de la police, etc., de la démocratie, le politique était inscrit, enraciné dans un territoire. Maintenant, à cause des puissants moyens, justement, médiologiques, le politique n'est plus lié, comme il était auparavant, en tout cas, à la territorialité. Et par conséquent, l'Europe, pour moi, n'est pas située simplement dans les frontières territoriales. Cette idée de l'Europe dont je rêve transformerait le concept du politique compte tenu, justement, des mutations, disons, médiologiques, technoscientifiques dont nous avons parlé. Cela dit, il y a, si vous me permettez aussi une question un peu personnelle, il y a quelque chose qui m'intrigue dans le fond, c'est quel est le lien, qu'est-ce qui lie le Jacques Derrida de la grammatologie, de la déconstruction, etc., et le Jacques Derrida qui défend le mariage gay, qui signe la pétition des Inrocks sur l'intelligence. Dans le fond, est-ce que ce statut, alors on dit de vous que vous êtes le nouveau Bourdieu, mais en tous les cas, est-ce que ce statut un peu de maître à penser, que je crois que vous ne voulez pas, mais qu'on vous donne, comment vous le vivez? Est-ce qu'il n'est pas incompatible avec votre statut de philosophe? Oui, l'idée de maître à penser est incompatible. Oui. Cela dit, si j'ose dire, c'est le même qui a écrit la grammatologie et qui signe une pétition pour le mariage gay. Là-dessus, alors si vous me donnez 2 minutes, je voudrais en parler quand même, parce que sur toutes les questions que nous avons abordées, j'ai parlé de ma transaction, de mon goût, de la nécessité de la transaction pour moi. J'ai signé cette pétition dès demain, parce que je pense que dans le contexte actuel, étant donné la législation actuelle, il n'y a pas de raison, après le Pax, etc., que les homosexuels ne puissent pas bénéficier d'un certain nombre de droits qui leur sont refusés, etc. Et donc, il est bon aujourd'hui qu'il y ait des mariages homosexuels. Et j'ai applaudi à Noël Mamère dans son initiative récente. Cela dit, je ne suis pas pour, alors, transaction, hein. Dans l'avenir, et comme position absolue, je serais pour, si j'étais législateur, qu'on propose et qu'on impose la disparition pure et simple dans le Code civil du concept et du mot mariage. Mmh. Une nouvelle déconstruction en vue? Totale, radicale. C'est-à-dire que dans le Code civil, on ne parle plus de mariage. On parle d'union civile, de pax aménagés, étendus, raffinés, etc., des contrats entre des personnes de sexe différents, entre peut-être plus de 2 personnes, etc. Bon. Ça, c'est dans la Constitution civile. Bon. Maintenant, comme le concept de mariage, dans les normes qui sont les nôtres aujourd'hui, et malgré la laïcité, reste un concept sacral, religieux, hein, hétérosexualité, procréation, etc. C'est un concept religieux. Alors, ceux qui veulent se marier
selon le concept rigoureux du mariage, pourraient le faire devant le prêtre, le rabbin, l'imam, qui consacrerait leur mariage, mais ça ne serait pas l'union civile inscrite dans la Constitution française. Et certains pourraient faire les deux, s'ils veulent. Certains ne pourraient faire qu'une chose, et d'autres pourraient ne rien faire. Mais je dissocierais totalement le mariage. Sous ce mot, je mets, n'est-ce pas, la tradition sacralisante. Je dissocierais radicalement le mariage de l'acte d'union civile. Et à ce moment-là, alors naturellement, les homosexuels pour lesquels j'ai signé ce truc-là ne partagent pas cet avis. Mais si j'avais le pouvoir, et Dieu sait que, comme le rappelait Régis, nous n'en avons pas, de légiférer à ce sujet, j'irais dans ce sens-là. Suppression du mariage. Voilà, merci pour ce débat.